Je voudrais remercier le comité d'organisation, notamment Camille et Dominique, de m'avoir permis de faire cette présentation. Comme Camille m'a introduit, donc, je suis maître de conférence à la faculté de pharmacie de Dijon. Je suis physico-chimiste de formation et donc j'appartiens à l'équipe EAPC, procédés alimentaires et physico-chimie de l'unité PAM. Donc le sujet que je vais aborder aujourd'hui s'articule autour de mécanismes d'interaction entre pectine et deux cations divalents, le calcium et le zinc. Donc le plan de cette présentation est le suivant. Donc je vais rappeler un peu le contexte de l'étude. Ensuite, on va s'intéresser à l'étude des interactions pectine-cation à différentes échelles d'observation, allant de macroscopique, mésoscopique et puis moléculaire. On s'intéressera également au comportement thermodynamique et enfin à la simulation numérique. Les résultats obtenus vont nous permettre de proposer, je dis bien proposer, un modèle d'association entre pectine et ces deux cations divalents, et puis je finirai par une conclusion. La pectine se trouve en général sur les parois de certains végétaux, notamment les fruits, comme les citrons, la pomme, et elle trouve des applications dans nombreux domaines, en agroalimentaire, notamment comme agent épaississant dans les crèmes dessert, agent gélifiant dans le cas de la confiture, mais également elle trouve une application de plus en plus dans le domaine pharmaceutique pour encapsuler certaines molécules actives. L'objectif, c'est de vectoriser certaines molécules actives au niveau du côlon. L'intérêt de la pectine, c'est que les bases ou les formes pharmaceutiques à base de pectine sont peu sensibles au pH acide et peuvent se libérer au niveau du côlon par le biais de la présence de certains enzymes spécifiques à la pectine. Pourquoi le côlon ? Tout simplement parce que c'est là où il y a le maximum d'absorption. Et également, c'est là où on peut encapsuler des molécules actives d'intérêt majeur, telles que les anticancéreux, pour limiter leur libération partout et vraiment cibler la libération au niveau du côlon. La pectine est une structure, c'est un sucre, c'est une composition d'unités galacturoniques. Cette unité peut être soit acide carboxylique, ester ou amide, ou les trois en même temps. On distingue deux types de pectine. Pectine HM hautement méthylée, c'est la pectine naturelle qui a un degré d'estérification supérieur à 50%. Le mode de gélification, c'est augmenter la température, ajouter un dépresseur d'activité d'eau et ajouter un acidifiant. C'est un peu la confiture. D'autres, ou plutôt deuxième type de pectine, c'est une pectine faiblement méthylée qui a un degré d'estérification inférieur à 50%. Et dans ce cas de figure, la gélification se fait à froid et en présence de cations divalents. Si on s'intéresse maintenant à la structure de la pectine, on va trouver donc les zones en jaune ici, c'est l'acide galacturonique, on va dire plus ou moins estérifié. On va trouver des zones lisses et des zones ramifiées ici. Donc ces ramifications rendent l'étude de la pectine très difficile, mais c'est un bon challenge pour l'étudier. Au sein de notre laboratoire, donc, on a essayé de réaliser des formes pharmaceutiques à base de ces pectines en association avec des cations divalents. Donc la manip, c'est assez simple. On prend la pectine, on rajoute un molécule active, ici c'était la rutine qui est un antioxydant, mais ça peut être n'importe quelle molécule. Pas chère et pas dangereuse pour la santé du manipulateur. On prépare la solution avec une pompe péristaltique, on fait tomber goutte à goutte la pectine sur un bain de CaCl2 ou ZnCl2, on obtient un débit, et on a fait ça pour les deux cations divalents, à savoir le calcium et le zinc. Et déjà, si on regarde l'aspect, on voit que les débits de calcium sont sphériques et homogènes, alors que les billes de zinc sont d'une géométrie irrégulière. Nous avons ensuite suivi l'évolution de taux d'encapsulation. On a fait des mesures, on va dire, pharmacotechniques, c'est-à-dire
le taux d'encapsulation, le profil de libération, dans un milieu pH 7,4 qui mime un peu l'intestin. Sur cette courbe-là, on présente la quantité de molécules actives libérées, divisée par la quantité totale encapsulée, c'est pour ça qu'on arrive à 1%, en fonction du temps. Donc pour les billes de calcium en noir et les billes de zinc en rouge. Et on voit que le changement de cation divalent modifie cette libération qui est, on va dire, macroscopique. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, si on retarde la libération, c'est ce qui est recherché, parce que plus on la retarde, mieux c'est, parce que ça va arriver vraiment au niveau du côlon. Cette différence-là, ou ces explications-là, peuvent être associées ou expliquées par le gonflement qu'on a mesuré et qu'on remarque qu'il est beaucoup plus important dans le cas du calcium. De même, on a réalisé des films à base de pectine, et cette fois-ci on a changé de molécule active, on a utilisé la théophiline. L'idée c'est assez simple, c'est une boîte en plastique. On a mis une membrane de dialyse avec un seuil de coupure de 3500. On a mis la pectine avec la théophiline. On a plongé l'ensemble dans du CaCl2 ou ZnCl2. La membrane permet de faire passer que les cations. On obtient un gel qu'on lave et qu'on sèche à température à 37 degrés pendant 24 heures. Et on obtient des films. Et on a fait ça pour le calcium et les zinc en modifiant la concentration en cations divalents. On a étudié ces films essentiellement par spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. Ici, c'est un exemple pour un film de zinc à 15% de cations. Et on s'est intéressé essentiellement au groupement fonctionnel de la pectine. Ici, c'est une pectine amidée. Donc on voit qu'on retrouve des acides carboxyliques, des fonctions amides et des fonctions ester. On a fait de la déconvolution, mais aujourd'hui, je vais juste m'intéresser au nombre d'ondes de ces différents groupements fonctionnels en fonction de la quantité de CaCl2 ou ZnCl2. Ici, donc, c'est la fonction ester, amide, acide carboxylique. Si on regarde les films à base de calcium, c'est-à-dire la courbe en bleu, on voit par exemple que le groupement amide, ils sont décalés en fonction de la quantité de CaCl2. De même pour les fonctions ester, acide carboxylique, mais cette fois-ci, le décalage apparaît qu'à partir de 5%. Donc ici, le décalage. Donc on peut se dire que les cations, les calciums, interagissent avec les groupements fonctionnels étant donné qu'ils sont modifiés. Ce qui est surprenant, c'est que le zinc, lui, les groupements fonctionnels ne bougent pas d'une façon très significative. Donc on s'est posé la question, quel est le rôle de zinc dans la formation du film, étant donné qu'on a obtenu réellement un film. Donc à l'époque, on s'est dit que ça serait dû peut-être à la taille de ces deux cations dans la fabrication de ces films ou de ces réseaux. Mais avant de discuter les différents cations divalents, on va voir ce qui a été fait déjà dans la littérature en termes d'association entre ce type de polysaccharides. Donc, quand on regarde la littérature, le modèle qui vient souvent, c'est le modèle Eggbox ou boîte à œufs. Et ici, on met le cation, et puis, si on regarde de plus près, c'est le calcium qui lie 4 unités, on va dire, uroniques, par le biais de carboxylates qui se tiennent en diagonale. Et puis, c'est un modèle qui a été proposé, développé par Grant, des années 70, qui a été repris par Axelos 91, et qui a été validé que pour l'alginate. Étant donné que l'alginate, qui est une association d'acides guluroniques, et la pectine galacturonique, les deux, en fait, c'est deux énantiomères, donc on peut imaginer que ça peut être pareil. Des études par simulation numérique, en 2001, ont montré en fait, que ce n'est pas vraiment un eggbox, c'est un eggbox décalé. Mais il faut savoir que cette simulation présente certaines lacunes, et notamment, comme on m'a expliqué tout à l'heure, c'est dû au temps des simulations. Pour réduire le temps de simulation, il fallait travailler sous vide et puis rendre les chaînes rigides. Je vais en discuter tout à l'heure de ce qu'on a trouvé, nous, en simulation. Ça, c'est un aspect structure. L'aspect association, parce que le process est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire savoir quel est le chemin pour obtenir ce réseau, ici.
Donc il y a des chercheurs, notamment Fang en 2007, qui s'est intéressé pour savoir comment on forme le réseau. Donc si on prend ici la chaîne, le polymère, quand on rajoute le calcium, quand on est inférieur à 0,25, en fait le 0,25 provient de 1 cation pour 4 unités galacturoniques, donc ça fait 1 pour 4, c'est le fameux 0,25. Quand on rajoute du calcium, on forme d'abord un monocomplexe, après on forme des dimères, et après on associe les dimères en association latérale. Ce modèle-là a été proposé pour l'alginate. Pour la pectine, donc ces mêmes auteurs, ils ont travaillé aussi sur la pectine, ils ont montré que ce process ne peut pas avoir lieu à cause de la ramification de la pectine. Ils ont montré également que ce process est progressif. Donc des études beaucoup plus récentes, donc 2013, montrent qu'on peut avoir à la fois dans ce process la monocomplexation et la formation de dimères, mais aussi un point important, des zones de jonction ici. Donc c'est sur cette base-là qu'on va essayer de discuter nos résultats. Donc, mais avant de passer aux résultats, je vais juste rappeler un peu le matériau que j'ai utilisé. Donc il s'agit d'une pectine LM, donc faiblement méthylée, avec une pectine industrielle, avec 80% d'acide galacturonique, 30% de degré d'estérification, donc en fait il y a des fonctions ester. J'ai oublié de le dire, mais en fait, une autre difficulté de la pectine, c'est que la distribution des groupements estérifiés est aléatoire, c'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser cette distribution. Le pKa de cette pectine est 3,5, la masse moléculaire 50 kDa, et on a essayé d'éliminer certaines impuretés par lavage successif à l'éthanol. Il y a d'autres méthodes de purification de cette pectine, mais on ne les a pas utilisées pour certaines raisons. Notamment, on avait peur de dégrader la pectine et puis mesurer quelque chose qui n'est pas la même chose que le produit initial. En termes de protocole expérimental, en fait, les solutions ont été préparées dans un tampon acétate pour y travailler sur un pH de 5,4 qui est supérieur à 3,5, donc on est en sous forme ionisée. Et tout le long de ma présentation, je vais parler d'un ratio R qui n'est que le cation CA2+, ou Zn2+, divisé par l'acide galacturonique. Et ce ratio-là, j'essaie d'encadrer la valeur 0,25, donc ça varie entre 0 étant la pectine toute seule, et 2, c'est une concentration très élevée. Nous avons donc, par contre, un point important aussi, c'est la concentration en pectine. J'ai travaillé à une concentration de 1 gramme par litre, ce qui est très faible, mais c'est la meilleure façon de voir vraiment le process, le mécanisme d'association. Donc, quand on prend la pectine, la solution de pectine, on rajoute le calcium ou le zinc, il va y avoir un réseau qui va se former. Ce réseau va certainement modifier la viscosité. Donc on s'est intéressé à la mesure de la viscosité intrinsèque, donc à la fois pour le calcium et pour le zinc, c'est en utilisant un tube capillaire et qui consiste à mesurer le temps d'écoulement d'un volume donné. On voit pour le zinc qu'il y a peu de variation de viscosité. Par contre, le calcium, on voit une augmentation exponentielle de la viscosité. Pour essayer d'expliquer ces différences, on peut émettre une hypothèse qu'on va valider ou pas tout le long de cet exposé. Donc l'hypothèse, si la viscosité augmente, c'est que le réseau, on va dire, c'est un réseau continu. Par contre, le cas du zinc, c'est un réseau c'est-à-dire le zinc qui se plie, c'est un repliement en fait de la pectine qui fait que la viscosité ne bouge pas, n'augmente pas énormément. De même, nous avons réalisé des mesures de turbidité à l'aide d'un spectro UV, en fait, à une longueur d'onde spéciale, 500 nanomètres. Et puis, on a mesuré la turbidité en fonction du ratio molaire. On remarque qu'à faible ratio, on a, c'est-à-dire la solution elle est limpide, il y a peu de variations. Dans le cas du calcium, ça commence à être turbide à partir d'un ratio égal à 1. Par contre, le cas du zinc, ça monte rapidement dès à peu près 0,3. Donc
L'interprétation des résultats de turbidité est assez complexe parce que ça dépend de plusieurs paramètres. Donc la concentration en polymère, sa taille et sa compactation. Donc pour essayer d'expliquer cette hypothèse, c'est-à-dire que c'est comment dire, une organisation 3D, tridimensionnelle, on peut associer ça à la différence entre l'indice de réfraction entre le milieu et l'objet. Si le réseau, si la pectine occupe tout l'espace, la différence d'indice de réfraction elle est similaire, donc du coup on ne voit pas de différence en termes de turbidité. Maintenant, pour le cas du zinc, s'il y a des agrégations, c'est-à-dire des agrégations qui sont séparées, il va y avoir une grande différence d'indice de réfraction, donc une large diffusion, et ce qui expliquerait la forte turbidité observée dans le cas du zinc. Un point important aussi, c'est qu'on a du mal à distinguer le calcium du zinc à des faibles ratios pour ce type de mesure. Les interactions pectine-calcium ou pectine-zinc sont des interactions d'ordre électrostatique, donc on s'est intéressé à la mesure de charge de surface. Donc on dispose, notamment le plateau RMB, d'un zétamètre qui s'appelle zeta compact. Le principe est basé en fait sur, on va dire, la pectine chargée négativement. Les calciums vont se fixer sur cette charge-là, donc ce qu'on a appelé la couche compacte. Après, il y aura une couche diffuse et puis le bulk. Et c'est ce qu'on appelle la double couche électrochimique. L'appareil, en fait, c'est une caméra. On va détecter ou observer des particules. On va appliquer un champ électrique. En appliquant ce champ électrique, les particules vont soit aller vers la droite, soit vers la gauche, selon leur signe positif ou négatif. Et s'ils sont trop chargés, leur mobilité va être importante. Donc c'est ce qu'on a suivi. Donc c'est la mobilité électrophorétique en fonction de ratio molaire, donc pour le zinc et pour le calcium. Et on remarque que pour le zinc, il y a peu de variation de ces charges de surface, alors pour le cas du calcium, ça se neutralise et puis ça stabilise. Donc toujours la même question, le zinc, quel est son rôle dans la formation d'association entre le polymère et le cation? Dans le cas de calcium, donc si je reprends l'acide galacturonique, on va voir ici, donc on est à ce point-là chargé négativement. Quand je rajoute le calcium, on est en étape de monocomplexation et après on est en étape de dimérisation. Donc pour aller un tout petit peu plus loin dans la caractérisation de cette structure-là, donc, on avait donc l'occasion de faire la diffusion de neutrons aux petits angles, donc en collaboration avec Camille Loupiac et Fabrice Cousin. Donc là, j'ai emprunté ce schéma du fameux bouquin de LLB. Donc, vous avez bien expliqué, c'est-à-dire le principe de la mesure. Donc, grosso modo, les neutrons arrivent ici. On sélectionne la longueur d'onde, ils sont collimatés, arrivent sur l'échantillon et on récolte, ils sont diffusés et puis on récolte l'information. Et pour couvrir le maximum de petits Q, on va jouer à la fois sur la longueur d'onde et sur θ. Et pour jouer sur θ, on va jouer sur la distance ici. Donc nous avons, dans notre cas, travaillé sur 3 configurations pour balayer en fait, pour couvrir la gamme de petits Q qui va de 0,032 à 0,49. Et la courbe qu'on obtient, à l'échelle logarithmique, est la suivante. Et cette information-là, ou cette courbe-là, va nous donner des informations sur la structure ou l'organisation si on modélise avec un I de Q égale Q moins alpha. Le alpha va nous donner des informations sur notre structure. Et notamment, ici, structure en bâtonnet. Après, moins 1,7 pour dire que c'est le polymère il est dans un bon solvant. Dans notre cas de figure, ça c'est, on va dire, théorie, mais après c'est difficile de passer après les spécialistes.
Donc, on obtient l'intensité. J'ai prévu de passer avant. Donc, si on trace l'intensité en fonction de petit q, dans notre cas, la pectine ici, à 1 gramme par litre, on trouve le moins 1, qui est structure bâtonnée. Par contre, on trouve une modélisation avec moins 3. Et cette moins 3 montre que la pectine elle est agrégée. Donc, je rappelle que c'est une pectine industrielle. Donc, on ne connaît pas les façons comment l'industrie l'a extraite, ce qui peut expliquer cette agrégation. C'est-à-dire que sans rajouter du calcium, on a déjà de l'agrégation. Ensuite, si on trace les courbes ici pour le changement de régime, va nous donner une valeur qui est Q star, qu'on va sortir la longueur de persistance, qui est dans notre cas égale qui est comprise entre 50 et 70 angstroms, ce qui correspond à entre 15 et 16 unités galacturoniques. Ces valeurs-là, en fait, Fabrice on a trouvé pareil, donc ce qui est rassurant. Alors, pour l'ajout du calcium et du zinc, on a travaillé sur deux ratios différents. Donc un ratio faible, inférieur à 0,25, 0,09, et un ratio très élevé, 0,44. Et on a essayé de modéliser, donc j'ai essayé de modéliser parce que ça se discute, c'est en cours d'interprétation toutes ces choses-là, donc toutes les remarques sont les bienvenues, par deux équations, donc Ornstein et Zernike, qui fait intervenir un petit xi ici, et de Debye-Buch, qui fait intervenir un facteur grand xi ici. Donc pour mieux schématiser, si je prends la pectine avec des ramifications et j'essaie de mettre en rose en fait les parties estérifiées, mais bon ça se voit pas très bien. Et en fait le petit xi va correspondre au blob size, ou encore au moment où les chaînes voisines commencent à interagir, et le grand xi va correspondre aux distances entre les nœuds du réseau. En faisant cela, on arrive à avoir un tableau de résultats avec un ratio 0, donc la pectine toute seule, mais déjà il y a une structure, donc ça serait dû à l'agrégation qui est déjà présente. On voit que quand on travaille à 0,09, on voit que cette taille caractéristique ne bouge pas. Par contre, le grand xi il passe de 437 à 300, donc en fait on a associé ça, ou j'ai interprété ça, par un rétrécissement du réseau, et ce rétrécissement des réseaux pourrait être dû à une formation de zones de jonction. Par contre, à un ratio élevé, on voit que ce facteur-là, cette taille-là, ne bouge pas. Par contre, ici, on a une diminution de cette taille, on passe de 36 à 28, on peut dire que c'est dû à la dimérisation. Toutefois, les neutrons ne nous ont pas permis en fait, de distinguer ou trouver une information, de distinguer entre calcium et zinc en termes de taille caractéristique. Donc ça se trouve que notre modèle est à discuter et puis de l'améliorer pour vraiment distinguer des différences. Maintenant, on s'est intéressé au comportement thermodynamique, à savoir que quand je rajoute le calcium ou le zinc, quelle est l'énergie d'association? Est-ce une énergie d'association endothermique ou exothermique? Donc pour ce faire, pareil, donc le plateau dispose d'un appareil l'ITC, isothermotitration calorimétrie, donc le principe est le suivant. Donc on va mettre une cellule, on va mettre notre tampon, on va mettre la pectine, on va faire des injections successives de CaCl2 ou ZnCl2. Et en fait, la première injection de calcium va induire un changement de température dû, donc il y a aussi l'effet de la dilution, l'effet de la dilution, mais aussi l'effet de la réaction elle-même. Mais bon, ça, on le supprime par des manips sur le tampon tout seul. Donc, une fois que l'équilibre est atteint, c'est-à-dire on revient à l'état d'équilibre, on fait la deuxième injection et ainsi de suite, jusqu'à avoir une courbe de neutralisation, si on veut. Typiquement, ici, ça peut être un exemple sur le DTA en interaction avec du calcium. C'est une belle courbe où on peut déterminer la quantité de sites disponibles. Dans le cas de la pectine, on ne trouve pas pareil, donc c'est complexe.
On trouve des zones, des pics qui sont orientés vers le haut, des pics qui sont orientés vers le bas. Et ceux qui sont orientés vers le haut, ce sont des réactions, on va dire, endothermiques, d'autres ici, exothermiques. Et on a associé l'endothermique à la monocomplexation, c'est-à-dire que le calcium ou le zinc, quand il va arriver vers le monomère, vers l'acide galacturonique, on doit lui fournir de l'énergie pour qu'il arrive à s'associer. Par contre, ici l'exothermique, c'est la formation de dimères. On commence à organiser le réseau, donc on fait dégager de l'énergie, ce qui pourrait expliquer cette courbe-là. Ce qu'on a fait après, c'est qu'on a intégré les pics ici, et on obtient la courbe suivante, donc l'énergie de liaison en fonction de ratio molaire pour donc le calcium en bleu et le zinc en rouge. Et on voit ici que la thermodynamique, l'ITC, permet en fait de distinguer les deux cations ou l'association des deux cations vis-à-vis de la pectine. Et si on modélise ça par des équations, on va dire, qui font intervenir le delta H, le delta S, c'est-à-dire pour sortir les paramètres thermodynamiques, on remarque que l'énergie ici nécessaire pour associer le zinc est de 30 kJ par mol, et pour le calcium, c'est de 19 kJ par mol. Donc en fait, pour associer le zinc, on doit fournir beaucoup plus d'énergie pour le faire. Donc pour essayer d'expliquer cette différence-là, donc on a fait appel à la simulation numérique, et donc qui a été faite en collaboration avec Adrien Lebré qui est ici. Et la première expérience qui a été faite, c'est prendre l'acide galacturonique, c'est-à-dire le monomère, et prendre le cation. En fait, le monomère est ici, et on va schématiser avec un ressort. On va le mettre à différentes distances, et on va regarder comment il va réagir. Donc, en fait, on va le mettre ici, là et là, et puis on va regarder comment il va réagir. Soit le ressort, on va dire, il va se comprimer, soit il va s'allonger, et ce qui va nous donner des zones, des minimums, des maximums, des minimums, des maximums, qui veulent dire quelque chose. En fait, dans le cas du calcium, qui est la courbe en bleu, on voit que le calcium préfère réagir avec les deux oxygènes simultanément. Pour le cas du zinc, c'est cette zone-là qui est la plus favorable. Le zinc, il préfère réagir par le biais. Il réagit mieux avec un seul oxygène qu'avec les deux. Une deuxième information qui est importante, c'est cette barrière ici, qui correspond à la barrière de désolvatation. En effet, en fait, pour que le cation et le monomère s'associent, il faut que les deux se débarrassent un peu de leur couche d'hydratation. Donc le calcium, il peut se débarrasser facilement, tout est relatif, facilement de sa couche d'hydratation, parce que par contre, le zinc, il a du mal à se débarrasser de cette couche d'hydratation. Donc, ça pourrait expliquer pourquoi en ITC, on trouvait des valeurs beaucoup plus importantes pour associer le zinc à la pectine ou à l'acide galacturonique. Si on regarde maintenant la structure à la fin, si on suppose que le réseau est établi, on voit que le calcium, étant donné qu'il s'associe préférentiellement avec deux oxygènes, donc il a une structure qui n'est pas du tout, qui ressemble pas du tout à celle de Haig-Box. Par contre, le zinc, lui, qu'on voit ici, ça ressemble, c'est-à-dire on voit les 4 unités galacturoniques qui sont autour du zinc, ce qui n'est pas le cas dans le réseau formé avec le calcium. Donc on peut, d'ailleurs ça se voit un peu ici, que les distances ici, il est beaucoup plus large que dans le cas du zinc. Ce qui veut dire que le zinc, il a du mal à s'associer avec le polymère, mais une fois qu'il est associé, il forme un réseau très rigide. Mais il prend du temps pour que ça s'associe. Toujours dans le cadre de simulation, en fait, on a mis ici 2 octamères et on a mis 4. En fait, on a mis, c'est Adrien qui a fait ça.
Donc on a mis le calcium dans la fameuse boîte et on a regardé, on a suivi un peu la simulation. Et vous allez remarquer, ça va vite, c'est une animation, que le calcium tout de suite se fixe sur l'acide galacturonique. Et même à la fin, on va dire l'image préférentielle, c'est en fait une zone de jonction qui se forme. Je le rappelle, on est à l'échelle de 100 nanosecondes. C'est-à-dire qu'on est très loin de l'expérience, en fait. Mais bon, ça donne déjà une information. Dans le cas du zinc, vous allez voir que le zinc, une fois, il se fixe à l'acide galacturonique, une fois, il se barre, et ainsi de suite. Voilà, je sais pas. Ce qui veut dire en fait que le zinc, il préfère être dans le bulk que de s'associer avec le polymère. Et il y avait des études, c'est en cours de réalisation, ces simulations, que en fait, déjà on est en étape de dimérisation dans le cas du calcium, alors qu'à temps égal, le zinc il est toujours en phase de monocomplexation. Donc en fait, il y a cet esprit de cinétique qui est très importante dans ce type d'études. Donc le mécanisme d'association, en se basant sur ce que j'ai montré, si je prends la pectine en solution avec des zones de ramification ici, on voit que si j'ajoute le calcium, on va former tout de suite un monomère. Par contre, un monocomplexe. Par contre, dans le cas du zinc, l'association n'est pas instantanée et demande plus d'énergie. Donc en fait, le zinc il va être à côté, loin, etc. Donc j'aurai moins de chances de trouver un zinc qui s'associe à l'acide galacturonique. Si je laisse agir l'échantillon, on va voir qu'il y a une structuration qui va se faire, et donc on va détecter des zones de jonction, des monocomplexes, et puis des formations de dimères. C'est un peu comme j'ai montré dans la littérature tout à l'heure. Par contre, dans le cas du zinc, on va voir plus une séparation, c'est-à-dire un réseau qui se sépare. Il n'y a pas vraiment un réseau tridimensionnel. Voilà. Donc, en conclusion, nous avons observé des phénomènes macroscopiques, c'est-à-dire en réalisant des films au débit. On a vu qu'il y a des différences de libération, de gonflement. On a essayé de les expliquer par des mesures microscopiques en associant plusieurs techniques allant de mesures simples à des mesures, on va dire, en utilisant des grands instruments à la simulation. Et il y a deux aspects qu'on peut en tirer. Le premier aspect, c'est en relation avec la structure. Donc on peut dire que le réseau du calcium, c'est un réseau continu qui est déformable, pour ne pas dire flexible. Je veux dire, ça veut dire que ça bouge. Et le zinc, c'est un réseau discontinu compact. Et si on regarde à l'échelle moléculaire la structure, le calcium ne suit pas le modèle Eggbox. Tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, dans notre simulation, on a bien tenu compte de la présence de molécules d'eau et on a laissé le degré de liberté des chaînes pour trouver la conformation la plus adaptée. Donc ça s'associe préférentiellement avec 2 oxygènes de l'acide carboxylique. Et dans le cas du zinc, lui, il s'approche beaucoup du modèle Eggbox. Et le deuxième aspect, c'est-à-dire le process ou le mécanisme d'association, dans le cas du calcium, on suppose qu'il y a la formation de zones de jonction comme on a déduit par les mesures de neutrons, vu qu'on a un rétrécissement de la structure. Et ensuite, la formation du monocomplexe et des dimères qui se fait progressivement. Et enfin, dans le cas du zinc, il reste quand même un mystère, dans le sens parce qu'on a quand même un réseau qui se forme, qu'on le voit, et qu'on a essayé de relier ça uniquement à la formation de zones de jonction. Voilà. Donc, je vous remercie. Merci Ali. Des questions ? Longueur de corrélation en fait.
Et pas du tout en termes de facteur de forme? Facteur de forme... C'est-à-dire que tu ne vois pas le facteur de forme du cylindre dont tu parlais, plutôt à grand Q? Oui. Ben, en fait, c'est pour ça que la modélisation, ça présente des difficultés, parce qu'on voit sur les courbes brutes que l'ajout du calcium, en fait, ne modifie pas énormément les courbes brutes. Par contre, ici, on voit que beaucoup plus important, en fait, dans la courbe bleue. Et ça, le système, la modélisation que j'ai choisie, ne permet pas de mettre en évidence ça. Donc, je me suis dit, peut-être que si je rajoute un autre facteur ici, en fonction de 1 sur Q, peut-être que je verrai des choses. Mais je ne sais pas, peut-être que les modèles que j'ai choisis ne sont pas... Disons, c'est des modèles qui traduisent des hétérogénéités à grande échelle. Donc ça t'arrivera, oui, enfin ça marche toujours, quoi. C'est-à-dire que sauf que est-ce que autant un petit Q, ça se justifie dans le sens où si tu as un réseau qui présente des hétérogénéités à grande échelle, bon, si tu as accès à cette grandeur à petit Q, le XI, autant dans le régime intermédiaire, C'est-à-dire ici. Ouais, enfin même un peu au milieu, éventuellement tu es sensible plutôt au facteur de forme, donc je ne vois pas vraiment de raison de mettre une fonction comme ça dans ce domaine. Laquelle? C'est là ou c'est... Celle qui te donne la plus petite taille, quoi. Oui. Parce que c'est la même fonction en fait que tu additionnes. Oui, je veux dire, ça c'est un facteur. En fait, si on regarde dans la littérature, c'est les modèles qui reviennent pour les systèmes GEL, donc c'est pour ça. Bon, on aura une discussion avec Fabrice Cousin quand il sera établi. Oui, non, mais c'est des courbes qui restent pas faciles à interpréter, hein, de toute façon. C'est juste que tu peux faire l'hypothèse d'une distribution de deux tailles de corrélation, c'est un peu ce que tu fais, ou alors tu as un réseau qui est défini par une entité au départ dont tu connais le facteur de forme, qui lui-même, après, donne une organisation à plus grande échelle. Il faut un peu trancher entre les deux images, quoi. La question, c'est est-ce que tu avais une raison de penser que c'était plutôt ça que... En fait, j'ai essayé dans un premier temps de fitter avec ce modèle-là, et le R carré de fit n'était pas bon, donc du coup j'ai rajouté un autre terme, parce que j'ai vu qu'effectivement, en rajoutant ce terme-là, on a une valeur, ou plutôt une observation à une autre échelle. C'est-à-dire que ça, c'est les fameux 300 angstroms. Après, oui. Une petite question. Tous les réseaux que tu fais sont tous avec quand tu mets ton set équivalent, ils sont constants. Tu considères que ton réseau est formé. Enfin, quand tu es association, ça ne se dissocie pas. C'est-à-dire que c'est des réseaux permanents. Ça ne peut pas être temporaire? Du coup, en fait, c'est pour cette raison qu'on a travaillé à faible concentration. Parce qu'effectivement, quand on augmentait la concentration, on formait un réseau, un gel qui n'est pas, on va dire, qui peut changer, mais c'est relativement stable. Je veux dire, il n'y a pas de raison. Une fois que le calcium ou le zinc s'associent, il n'y a pas de raison de les enlever. Je veux dire, ça c'est assez fort comme interaction. Le seul, d'ailleurs c'est comme ça qu'on purifie certaines pectines, c'est qu'on ajoute du calcium sur la pectine brute, on gélifie que la partie pectine et après on rajoute le DTA pour l'enlever. C'est-à-dire il n'y a que le DTA qui peut enlever le calcium de la chaîne. Donc c'est assez fort. Donc en fait, en neutrons, la difficulté qu'on avait obtenue, c'est de trouver la bonne concentration, parce que quand c'est dilué, il faut un temps d'acquisition plus important, et puis on ne pouvait pas, il faut trouver l'optimum. Donc on a passé pas mal de temps pour trouver la bonne concentration. Ça, c'est le premier facteur. Aussi par rapport à tes différences entre macroscopique et ce que tu as fait à l'échelle moléculaire, il y a le séchage qui change tout aussi. Tu as le séchage des billes et des fibres. Oui, à l'échelle macroscopique, ça c'est sûr. Après peut-être que le séchage, effectivement, va accentuer les phénomènes, mais vu que le process était le même partout, on peut...
La- Tu vois, parce que c'est vrai, on a un réseau beaucoup plus dense avec le zinc séché. Et donc, peut-être c'est aussi ce qui se passe, quoi. Mais en fait, avec le zinc, je pense que des simulations d'Adrien, ils ont montré que le zinc, parce qu'en fait, là, on est à des concentrations très très faibles. Pour le film, on est à 10%, c'est-à-dire on est presque à une augmentation très élevée de cations. Donc, ce qui veut dire en fait que quand on met le calcium ou le zinc, ben, si le réseau est formé, il est beaucoup plus rigide. Donc s'il est rigide, je parle à l'échelle moléculaire, ça veut dire que le deuxième dimère qui veut s'associer, elle doit trouver la bonne configuration pour être parallèle, alors que le calcium, c'est beaucoup plus flexible, et du coup, il peut associer plusieurs monomères, plusieurs dimères, en fait. Et ça, je pense que c'est ce qui fait que le système il est beaucoup plus rigide dans le cas du zinc que dans le cas de calcium. Mais effectivement, le séchage, il est pour quelque chose. Mais bon, c'est-à-dire on a supposé que c'était vu que c'est le même process sur le calcium et le zinc à la base qui peuvent modifier la structure. Mais sans doute, la cinétique de séchage sera différente de ce que tu montres pour la La cinétique. le séchage. Ce sera sans doute différent. Oui, bah, c'est-à-dire sur l'échelle moléculaire, je suis un système dilué. Oui, oui. Après, oui, bah, c'est sûr, ça pourrait accentuer le phénomène, oui.